Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on parle actu de la profession. J'avais envie aujourd'hui de parler de dermatose nodulaire contagieuse chez nos bovins et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui deux personnalités dans la profession. Le professeur François Schellcher, qui est spécialiste européen en gestion de la santé bovine et professeur agrégé à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, et également notre confrère Jean-Yves Gauchot, qui est président de la FSVF, mais également vice-président du SNVEL et de l'Académie vétérinaire de France. Nous allons parler de la gestion de la crise de la DNC en France à date, de comment répondre aux critiques actuelles qui existent envers la profession vétérinaire, quels sont aussi ce qui est en cours et qui est mis en place par le ministère de l'Agriculture pour essayer de voir comment gérer par la suite ce type de crise. Je vous propose d'en discuter avec eux. C'est tout de suite sur Veto Inside et n'hésitez pas à nous suivre et à partager cet épisode car il est fait pour vous tous vétérinaires. Bonjour Monsieur Schellcher. Bonjour madame. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Valérie. Bon, merci d'être présent parmi nous. On va parler d'un sujet d'actualité, la dermatose nodulaire contagieuse. Alors, d'abord, cette question qui s'adresse à vous, Monsieur Schellcher. On sait que la profession vétérinaire est sous le joug des projecteurs, mais je voudrais revenir avec vous sur les connaissances scientifiques à date sur la DNC et revenir sur ce point. Pourquoi abattre les seuls bovins malades n'est malheureusement pas suffisant pour arriver à circonscrire dans les meilleurs délais la maladie et surtout ne pas mettre la filière en danger? Bon, il y a deux axes de réponse. Le premier, c'est les objectifs poursuivis. Les objectifs poursuivis, c'est une éradication dans les plus brefs délais. Autrement dit, on se débarrasse de la maladie le plus rapidement possible de façon à recouvrer un statut indemne. Le deuxième axe, c'est en quelque sorte l'histoire naturelle de la maladie, si vous voulez, l'épidémiologie, la physiopathologie. C'est qu'est-ce qui se passe dans un troupeau, un foyer, dans lequel on a identifié des cas cliniques. Ben, il y a évidemment les cas cliniques, alors en nombre plus ou moins important, on l'estime à plusieurs dizaines de pourcents, pouvant entraîner une mortalité élevée de 3, 4 jusqu'à 10%, donc avec des troubles des conséquences immédiates sont très élevées, il ne faut quand même pas le perdre de vue non plus, et puis des conséquences différées, si on laissait filer les choses, des conséquences différées qui pourraient être aussi également graves avec des avortements, des retards de croissance, des diminutions de production, etc. Bon. Et dans ce troupeau, donc, où il y a des cas cliniques, il y a aussi des animaux qui sont infectés asymptomatiques, non seulement qui sont infectés asymptomatiques, mais qui en plus sont des possibles transmetteurs via des vecteurs, donc essentiellement des insectes, des temps, à d'autres animaux qui seraient sains. Et la particularité des vecteurs, ben, c'est qu'ils ne sont pas... On ne peut pas circonscrire des moustiques ou voilà. c'est difficile à mettre sous cloche, hein. Et donc, il y a possibilité de ce fait de transmission comme ça, de proche en proche. Alors, pas sur des centaines de kilomètres, hein, il faut être clair aussi là-dessus, mais sur quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, et donc une propagation en tache d'huile à partir du foyer initial. Bon, donc dans ces conditions, si vous regardez ces deux axes, eh ben, il est assez légitime, même très légitime, de procéder à un dépeuplement complet qui, d'une part, ben, enlève, si vous voulez, comme la partie du réservoir qui est constituée par les animaux avec des symptômes, et puis aussi la partie inapparente, impossible sur des aspects cliniques à identifier, donc des infectés inapparents, des infectés asymptomatiques. Problème des porteurs sains, donc. Donc, les porteurs sains. On a l'habitude d'appeler des porteurs sains. Voilà. La difficulté aussi, c'est qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui sont évidemment attachés à leur cheptel, qui se révoltent un peu contre le fait de cet abattage total. Donc là, on le comprend sous le joug de la rigueur scientifique et de la circonscription de cette maladie. Mais j'aimerais aussi qu'on l'envisage sous l'aspect du bien-être animal. On est bien d'accord, de par votre connaissance du dossier, que des vaches malades ont des signes cliniques qui vont aussi totalement à l'encontre du bien-être animal.
Oui, les animaux malades, donc, il y a les animaux malades avec les signes classiques aigus de nodules, alors en plus, alors évidemment, il n'y a pas que des nodules, hein, même si c'est ça qui est à l'origine de la dénomination de la maladie, mais il y a aussi des symptômes généraux, donc de la fièvre, donc de l'inflammation, donc de la douleur, bon, associés à ça. Et puis, toutes les conséquences que j'ai évoquées il y a quelques instants, toutes les conséquences différées à long terme, toutes les complications possibles. Alors des complications locales, mais aussi avec des complications respiratoires, digestives. Donc il y a toute une liste de complications possibles qui elles-mêmes sont génératrices enfin, ou associées plus exactement à de l'inflammation et génératrices de douleur. Et donc, qui ont un impact sur le bien-être des animaux qui sont atteints. Je voulais vous poser une question. Cette maladie, de ma connaissance à date, n'a jamais été détectée en France depuis l'été dernier en Savoie et Haute-Savoie. Est-ce on sait aujourd'hui comment a été importée cette maladie en France? Alors, juste un micro-détail, en France continentale, parce qu'à La Réunion, il y a Ah eu ouais. une épidémie dans les années 80. 92. Voilà. 92. Bon, j'arrondis souvent, donc voilà. Mais enfin bon, à La Réunion, donc c'est toujours la France, mais c'est une France de l'océan Indien. Voilà. Alors, les modalités d'importation, on ne les a pas, disons, formellement identifiées, mais il est vraisemblable, comme chaque fois qu'il y a un saut de la maladie à plusieurs centaines de kilomètres, en tout cas plusieurs dizaines de kilomètres, mais au-delà de ces fameux 50 kilomètres là qui constituent la zone réglementée, c'est la plupart du temps par des transports. Donc, transport d'animaux qui sont infectés, éventuellement transports qui sont associés à des stomox, ou enfin en tout cas, oui, à des stomox essentiellement d'ailleurs, à des insectes donc, qui sont contaminés et qui, évidemment, lors du débarquement des animaux infectés asymptomatiques ou des stomox eux-mêmes porteurs du virus, eh bien, vont larguer en quelque sorte les deux dans l'élevage de réception et donc on peut ainsi démarrer un cycle de transmission. Je voulais vous poser une question aussi à laquelle je pense en vous écoutant, parce qu'on va parler ensuite vaccination, on va parler aussi de la filière en France. Est-ce qu'on travaille sur des pistes de dépistage des porteurs sains? Et je pense en particulier quand on va devoir aussi inspecter les cheptels qui sont importés en France dans les années à venir. Après une crise pareille, je pense qu'on va vouloir d'autant plus se protéger. Est-ce que ce sont des pistes d'études? Mais ce sont des pistes d'études, mais qui sont, dont les résultats sont à interpréter avec précaution, notamment en fonction des outils que l'on met en œuvre, alors, au sens de leur performance technique, mais aussi au sens de la faisabilité pratique Ouais. des prélèvements et ultérieurement pour l'analyse des échantillons qui sont récoltés. Bon, alors classiquement, ben, c'est prise de sang d'un côté avec recherche de virus, donc recherche directe, ou prise de sang avec recherche indirecte des témoins de l'infection que sont les anticorps, ou compte tenu de la localisation très, très élective du virus et de la maladie sur la peau, des biopsies de peau. Le problème par exemple pour le sang ou pour la peau, c'est qu'il y a un certain nombre d'animaux qui sont infectés et qui, lorsqu'on les prélève, on prélève ces deux types d'échantillons, ben, s'avèrent négatifs, y compris avec des techniques a priori performantes de type amplification génique, PCR, PCR quantitative. Jean-Yves, tu voulais rebondir sur le cas de la Réunion et la gestion justement de la DNC sur l'île de la Réunion.
C'est très intéressant ce cas-là parce qu'en fait, ça nous est opposé, notamment par les représentants agricoles certains mouvements de protocole, de mettre des protocoles alternatifs et de dire, ben, il faudrait faire comment la gérer la Réunion et garder la maladie et ne pas faire de dépeuplement. Or, François, le professeur Schellcher, l'a très bien dit, on est sur des porteurs asymptomatiques d'une part. À la Réunion, il y avait 30 000 bovins sur une île, à côté d'une Afrique qui est endémique, 500 cas, 500 cas. Aujourd'hui, en France, on est à 115 cas pour 16 millions de bovins, pas du tout dans le même contexte. On est en 92, la réglementation au MSA, donc l'OIE à l'époque n'est pas la même, etc. Et on n'a pas un vrai vaccin. On a un vaccin hétérologue fait pour les moutons, pour la clavelée du mouton. Donc 500 cas, des animaux qui sont isolés. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du dépeuplement, on n'en a que 30 000. La Réunion n'exporte pas, on est en autoproduction, etc. On décide de vacciner et de dire que de toute façon, on n'a que ça. Donc c'est très intéressant, mais on ne peut pas appliquer ce protocole, plein de raisons, Le à la contexte fois est pas le même. scientifiques et réglementaires. Jean-Yves, toujours, justement, on parlait des zones géographiques d'où ce virus, hein, ce poxvirus est issu. Est-ce que les épidémiologistes ont de nouveaux éclairages à nous apporter justement sur l'origine, hein, de ce virus de la DNC qui atteint la France aujourd'hui? Je crois qu'on peut pas, il n'y a pas de preuves exactement scientifiques, etc. Mais ce que disent les épidémiologistes, c'est 2024, c'est l'Afrique du Nord, ça passe en Sardaigne, un peu en Italie, et puis ça vient en Savoie parce qu'il y a des traditions d'échange. On l'a vu déjà pour la FCO il y a quelques années, il y a des traditions d'échange de commerce entre l'Italie et la Savoie. Ça, c'est culturel. Donc c'est virus de l'Afrique du Nord, mais on n'était pas derrière le vecteur, donc ça n'a pas été prouvé formellement. Ce sont des suppositions, des hypothèses épidémiologiques. Simplement, on a une identité sur le plan génétique entre le virus Afrique du Nord et virus Sardaigne. Voilà. D'accord, merci. Donc oui, ça permet de pouvoir faire un lien d'origine. L'été dernier, donc on a les premiers foyers qui sont survenus, hein, en Savoie et en Haute-Savoie. Il y a eu une gestion qui a été faite, hein, de cette épidémie, donc qui a visiblement été réussie. Est-ce que aujourd'hui, que doit-on répondre quand on nous dit mais il aurait peut-être fallu envisager une vaccination de tout le cheptel et de faire comme ce qui a été fait Savoie et Haute-Savoie parce que ça a été une réussite? Qu'est-ce que vous répondez? Alors moi je vais répondre, puis François répondra après, mais en Savoie ça a marché. Beaucoup d'experts, dont je fais pas partie, mais je suis un praticien, j'écoute ce que disent des experts comme François, etc. Beaucoup d'experts disaient fin août, ça y est, on a gagné. Ça a marché. Au début, il y a eu quelques éleveurs qui étaient réticents, mais ça a marché. Ça a marché. Savoie 1, tout ça, ça a marché. Et puis après, il y a eu des transports illégaux, illicites, et ça s'est diffusé. Donc la politique appliquée avec dépeuplement, vaccination, en anneaux, était la bonne. François, tu peux compléter, bien évidemment. Oui, oui, je ne peux qu'approuver. Simplement, dans les quatre pieds là, qui constituent en fait le socle, disons, de la stratégie en matière de lutte, c'est le dépeuplement complet, c'est la définition, enfin, c'est au sein de zones définies de type périmètre de surveillance, de protection, c'est une surveillance renforcée, c'est évidemment la restriction des échanges et c'est la vaccination. Donc, en fait, là, dans ce système-là, ben, on a deux pieds, en tout cas, qui ont été réalisés complètement dans de bonnes conditions. On peut considérer que la surveillance a sûrement n'a pas été mauvaise et les échappements qui a pu y avoir lieu, qui expliquent cette diffusion éloignée, disons, dans des zones éloignées des foyers initiaux, et ben, cette diffusion, cette extension, ces sauts-là, mais qui sont de plusieurs centaines de kilomètres, c'est probablement lié à un défaut de la mise en œuvre, hein, c'est de la mise en œuvre, là, c'est pas dans le principe, mais un défaut de la mise en œuvre
concernant la restriction des échanges. Autrement dit, il y a des animaux qui sont sortis et qui n'auraient pas dû. Ne devait pas sortir, exactement. Alors, on est aussi mis en cause par rapport donc, à la vaccination totale du cheptel français, parce que ça, c'est un point qu'on nous retourne pour limiter, voire réduire drastiquement les abattages. Il y a des contraintes, j'imagine, et je me tourne vers vous deux, hein, de manque de doses vaccinales, bien sûr, de vétérinaires aussi, hein, pour pouvoir le faire. Mais au-delà de ces contraintes-là, la vaccination de tout le cheptel bovin dans toute la France aurait-elle des répercussions sur la filière bovine? Parce qu'il y a ça aussi. Si vous me permettez, il y a d'abord ça. C'est l'aspect faisabilité, logistique, disponibilité des doses. Alors, il faut absolument pas le négliger. On est entièrement d'accord. C'est très important. Et les vétérinaires sont impliqués au premier chef dans ce domaine-là. Mais le motif, enfin, la raison, l'argument majeur, c'est les problèmes que cette vaccination complète, alors soit à l'échelle nationale, soit à une échelle, on va dire, régionale ou est très élargie par rapport à ce qui avait été choisi, c'est-à-dire concernant les zones réglementées, initialement en tout cas, et bien cette vaccination-là a un impact sur les entrées et les sorties, et donc en l'occurrence sur les sorties, donc sur l'export, et en particulier sur les, pas que, mais enfin, bon, pour des zones comme le sud-ouest, par exemple, qui est la première zone exportatrice de broutard en France, donc vers l'Espagne, vers l'Italie, évidemment, ça a un impact majeur. Donc, c'est l'impact économique par rapport à ça, hein. Bon. Donc moi, Alors, je oui. compléterai, Valérie, les propos de François, et on peut mettre un chiffre. On sait à peu près à la louche qu'on exporte 1,4 million de bovins, surtout, comme l'a dit François, des broutards, mais il y a aussi des petits veaux et des bovins adultes. On multiplie par le prix de ces animaux, on arrive à des chiffres qui Oui. frôlent les 2-3 milliards. Enfin, Ouais, c'est ce qu'indique la FNSEA justement, hein, et on est effectivement à une perte de 2 milliards d'euros pour la France, je pense que environ. 2 milliards d'euros, c'est pour les broutards. Mais voilà, mais en tout cas, ça engendrerait une perte qui est quand même non négligeable. Et j'ouvre le débat même pour la suite, parce que quand on sera sorti de cette crise, il va y avoir la problématique justement des bovins qu'on va importer en France. Une fois qu'on est sorti de la crise, d'abord le statut, on va le recouvrir au bout de 14 mois. Mais une fois qu'on est sorti de la crise, on n'a plus de virus. Pourquoi 14 mois? Parce que les scientifiques de l'époque, quand à l'OIE on réfléchit, ils ont dit il faut un cycle d'un an pour se dire que la maladie elle est vraiment sortie. Donc une fois qu'on est sorti de la crise, on n'a plus de virus. C'est le principe de l'OMSA et des règlements internationaux en Europe, c'est éradication. Une fois que c'est éradiqué, c'est un mot. Est-ce que ça peut revenir par l'Afrique du Nord qui est endémique? Ah ben ça, bien sûr, tout peut recommencer, un peu moins parce qu'il y aura une population vaccinale, en tout cas sur le piémont pyrénéen et sur la Savoie, etc. Dans ces endroits-là, on peut considérer qu'il y aura une partie du cheptel qui aura été vaccinée. En tout cas, il y a un comité indépendant scientifique, hein, qui a été nommé par la ministre de l'Agriculture à la demande des agriculteurs, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de qui est constitué ce comité scientifique indépendant et quel est son rôle et est-ce qu'il a commencé à avoir des premières conclusions? Alors, sa composition, c'est pas très compliqué. Donc, il y a des représentants des professionnels agricoles, des scientifiques, donc en l'occurrence issus de l'ANSES, du CIRAD et de l'école vétérinaire de Toulouse, et donc des écoles vétérinaires françaises, et les vétérinaires qui sont évidemment en quelque sorte le point charnière, hein, entre ces deux mondes, donc scientifiques et le monde agricole. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, la première réunion a eu lieu hier soir. Il y a une nouvelle réunion qui est programmée pour lundi. Ça, c'est pour le calendrier. Et ensuite, les sujets, les sujets, c'est lors de l'installation, le préfet de région et le DRAF ont précisé que c'était d'abord écouter, entendre,
les professionnels agricoles. Et ensuite, c'était essayer de voir dans quelle mesure il pouvait y avoir des aménagements, ou en tout cas un certain nombre d'éléments complémentaires, de mesures complémentaires qui pourraient être peut-être soumises à une expertise au-delà, si vous voulez, de ce comité, qui permettrait, disons, de répondre justement aux questions qui sont posées à l'heure actuelle. Et ben, il ne faut pas se voiler la face, hein. La question, c'est pas la seule, hein. Et une des questions majeures, c'est quid du dépeuplement total, donc ce qu'on appelle l'abattage total au sein d'un foyer. Donc, les discussions ont eu lieu, elles ont tout à fait positivement avancé, et elles doivent être, les éléments de conclusion doivent être finalisés probablement lundi. D'accord, je vous remercie. Alors, pour faire un point justement, où en sont les vaccins en zone réglementée à date? On se parle, là, on est le 19 décembre, donc où en est-on aujourd'hui? Alors, il y a des zones qui sont. Bon, alors, tout d'abord, il y a les deux, disons, les deux régions, quoi, hein. Alors, pour simplifier, l'Est, hein, avec Savoie, Haute-Savoie, l'Ain, Rhône, Doubs, Jura, j'espère ne pas en oublier. Et puis le Sud-Ouest, avec donc les Pyrénées-Orientales, et puis donc un peu plus récemment, là, les quatre autres départements, l'Ariège, l'Aude, alors c'est dans le désordre chronologique, hein, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Il est à ce stade, alors évidemment, c'est pas terminé. Alors, côté Pyrénées-Orientales, c'est vacciné quasiment en totalité, donc on doit être à plus de 95% des élevages qui devaient être vaccinés. Et ensuite, pour les autres départements, euh, à part peut-être un léger retard pour les Hautes-Pyrénées, sinon les autres, la vaccination, dans le meilleur des cas, devrait prendre fin, enfin, ou devrait être complète quasiment fin de l'année. Alors bon, c'est toujours difficile d'affirmer que ça sera comme ça et qu'il n'y aura pas de retard, mais en tout cas, tout le monde met le bouchée double, les vétos en particulier, Oui, pour arriver à cet objectif. parce qu'on entend parler de réquisition hein, de vétérinaires dans les écoles, enfin, de vétérinaires retraités, de vétérinaires de l'armée, mais aussi des écoles vétérinaires. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Plus que d'actualité, ouais, c'est la réalité. Parce que, encore, bon, pour prendre un peu de champ, c'est pas le tout de décréter qu'on va vacciner et que ça doit être fait avant telle date. Ben, après, il y a tous les aspects logistiques. Et ces aspects logistiques, ces aspects de faisabilité, c'est pas rien, hein. Donc, bon, là, les doses sont disponibles, d'accord, mais il faut les acheminer, les distribuer, les mettre en place. Et puis là-dedans, ben, mais alors ça, Jean-Yves va le dire encore mieux que moi, hein, on est dans un duo, là, si je puis dire. Donc, il y a le veto qui est prêt, mais qui doit être prêt, mais en nombre avec des bras suffisants. Et puis les éleveurs. Et les éleveurs, eh ben, ça assure en particulier la contention des animaux et la possibilité de pouvoir les vacciner dans de bonnes conditions, sachant qu'on est dans des régions où il y a beaucoup d'élevage allaitant, relativement peu, de moins en moins d'ailleurs, d'élevage laitier, et avec des conditions d'élevage qui ne sont pas toujours très faciles, notamment en fonction des différents lots, des différentes catégories, les problèmes. Alors, je ne fais pas un dessin, hein, mais les adultes, les petits veaux, les broutards, selon les possibilités de contention, ben, c'est pas tout à fait toujours aussi C'est la même facile et chose. ça prend plus ou moins de temps. Donc, de ce fait, ben, ça peut retarder, ça peut non pas bloquer, mais en tout cas retarder la mise en œuvre. Voilà.
Je complète les propos de François. Effectivement, la Savoie, c'était beaucoup plus facile. C'est des laitiers, des animaux manipulés tous les jours, etc. Là, on est sur de l'allaitant, on est sur de l'extensif, etc. De la limousine, des basadaises qui se baladent, etc. Beaucoup plus compliqué. Les bras sont là. Je vais le dire, à l'ENVT, à l'école vétérinaire, il y a des enseignants, je crois 18, m'a-t-on dit au ministère, qui étaient prêts à aller vacciner. Il y avait une trentaine d'étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse qui ont dit banco, on y va. Le ministère de l'armée a été sollicité pour un peu de logistique. On va chercher en avion militaire parce que les militaires sont des pros de la logistique. Ils l'ont amené en France. C'est en train d'arriver où c'est arrivé. Et après, on a la logistique vétérinaire classique de nos centrales d'achat et ça arrive dans les cabinets en ce moment. Et puis quelques bras militaires qui viendront, donc des vétérinaires, qui viendront en soutien des libéraux, etc. Et puis les DRAF ont mis en place ça a déjà été fait en région Aura, des listes où on s'inscrit. Je suis vétérinaire retraité, je suis étudiant, je suis praticien. Moi-même, je me suis inscrit. J'ai donné quelques disponibilités au mois de janvier et j'ai entendu une super initiative sur à France Inter ou je sais pas quoi. Il y a des agriculteurs qui partent de l'Oise le 1er janvier avec des vétérinaires. Les agriculteurs portent les trucs de contention qu'a évoqué François, et les vétérinaires, ils arrivent avec leurs bras. Donc il y a un engouement. Maintenant, voilà, organisationnellement, ça se met en place. Donc il faut rester très positif. Là, je sors de ma casquette institutionnelle, président de la fédération, etc. Mais je pense qu'on est en train d'y arriver. Non, voilà, on reste des scientifiques, surtout François, même moi qui suis praticien. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, et il faut y arriver. Il faut y arriver. En tout cas, on entend des mots très durs sur la profession. Est-ce que vous voulez vous adresser chacun aux vétérinaires qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on a des critiques très acerbes et on peut le comprendre. Il y a des agriculteurs qui font face avec beaucoup de difficultés à l'abattage total de leur cheptel et ça, c'est tout à fait audible bien sûr, mais on a les contraintes scientifiques. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux vétérinaires qui écoutent notre entretien ? Oh, j'ai des tas de trucs que je pourrais leur dire, mais ça serait peut-être un peu lent. D'abord, je suis fier parce que je trouve qu'il y a un bel élan, un bel enthousiasme et un bel investissement. Je ne vais pas dire, bon, sans mauvais jeu de mots, on est parti comme en 14 là, mais d'autant que, bon, voilà, mais par rapport à la suite, mais non, non, mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui ne concerne pas uniquement les vétos, mais un peu, c'est aussi de ramener, alors c'est dans un autre domaine, mais c'est aussi de ramener les choses, si vous voulez, à la notion de bien commun et d'intérêt général. Euh, je- bon, il faut être tout à fait conscient de ça et par rapport à ce bien commun, on doit fonctionner de manière collaborative, synergique entre le monde agricole et le monde vétérinaire. Et à un moment, il faut être capable de gommer un certain nombre de comportements qui relèvent plus de l'égocentrisme, du narcissisme, de l'individualisme que de ces aspects-là. Alors, je sais bien que ça a des accents un peu idéalistes, que certains trouveront peut-être un peu has-been, là, mais bon, voilà, vous me demandez un avis perso, Donc, je vous remercie. Je retiens donc finalement l'idée de responsabilité collective qui a animé toute la profession. Exactement. Et une part de cette fierté vient de ce que, au travers des siècles, en quelque sorte, eh bien, ces aspects-là ne se démentent pas et se retrouvent malgré les évolutions sociétales. Merci beaucoup, Monsieur Schellcher. Jean-Yves, alors le mot de la fin en tant que multicasquette, dont celle du SNVEL, mais aussi de l'Académie vétérinaire de France, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos confrères et nos consoeurs? Rebondir sur les propos de François, on est tous fiers de notre profession. On subit le problème des fake news et des experts autoproclamés. On l'a subi dans notre profession, enfin chez les médecins pour le Covid, etc. On le subit dans notre profession. Je n'ai pas entendu un expert comme François Schellcher, que ça soit dans les 4 écoles vétérinaires, que ça soit à l'ANSES, que ça soit au CIRAD, d'autres discours scientifiques. Par contre, il y en a qui ont essayé d'instrumentaliser la pauvre misère de certains agriculteurs.
Il faut pas, François l'a un peu évoqué, il faut pas qu'on loupe ce schéma-là de lutte collective qui a été mis en place par le professeur Leclinch il y a 70 ans. Les scientifiques, les écoles vétérinaires, les praticiens travaillent avec les agriculteurs. On a fait des groupements de défense sanitaire bovine. C'est ça, et c'est pour ça que moi je suis allé moi-même témoigner sur les points de bocage pour essayer de les consacrer. J'ai reçu des menaces de mort. Je suis le premier vétérinaire à avoir porté plainte pour donner fierté aux autres vétérinaires qui reçoivent des menaces de mort. Allez-y, portez plainte, etc. Il faut y croire. Il y a une fierté. Ce que a dit François au titre d'être fier de la profession vétérinaire, je l'ai entendu dans la bouche de tous les experts vétérinaires et de tous les professeurs de pathologie du bétail comme François. Bon, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, moi, je conclurai en disant que l'objectif des vétérinaires n'est pas d'instrumentaliser la crise, mais de bien réagir avec rigueur scientifique. Toujours écouter la science. Et puis, c'est bien de rappeler aussi que c'est ce que disait Bourgelat, hein, c'est Claude Bourgelat en son temps, c'est que les vétérinaires devront penser au bien qu'ils font, voilà, et pas au bien qu'ils ont, mais au bien qu'ils font. Et je pense que c'était important de le rappeler via cet entretien. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre point de vue, parce que c'est notre objectif, c'est de faire partager les sachants. Et c'est important que nos sachants soient aussi nos communicants dans le monde vétérinaire d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis sur Veto Inside. On l'a bien compris, hein, la profession vétérinaire est soudée et l'objectif ici est de montrer que nous agissons avec une rigueur scientifique dans le but de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, et tout cela en lien avec les éleveurs français. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Veto Inside, donc la chaîne d'actu vétérinaire. Elle est gratuite, elle est faite pour vous. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir.